âme résiliente. Je m'appelle Naomi, et depuis ce petit espace où le silence n'est interrompu que par le crépitement du feu dans l'irori et l'odeur du pain fraîchement coupé, je vous souhaite la bienvenue à Encanto Minimalista. Aujourd'hui, j'aimerais que nous nous aventurions ensemble dans un territoire du cœur que nous évitons souvent, celui de nos blessures, de nos fractures, de ces moments où la vie semble nous avoir brisés en 1000 morceaux. Je me souviens d'un matin d'hiver, il y a de nombreuses années. Ma grand-mère Akiko était dans son petit atelier de poterie, un endroit qui sentait toujours la terre humide et la promesse de la création. Elle tenait entre ses mains les fragments d'un chawan, un bol à thé qu'elle appréciait particulièrement et qui lui avait glissé des mains quelques instants auparavant. Avec l'impatience de la jeunesse, je lui ai suggéré qu'il valait peut-être mieux le jeter, qu'il ne servirait plus à rien. Elle m'a regardé avec cette sérénité profonde qui la caractérisait, un mélange de tristesse et d'étrange attente. « Naomi-chan » m'a-t-elle dit doucement. Parfois, quand quelque chose se brise, ce n'est pas la fin de son histoire, mais le début d'une nouvelle, encore plus belle. Allons ramasser chaque morceau avec soin. Au cours des semaines qui ont suivi, je l'ai observé appliquer avec patience et maîtrise l'ancienne technique du kintsugi, assemblant les fragments avec de la laque mélangée à de la poudre d'or. Le bol est non seulement redevenu fonctionnel, mais il s'est transformé en une œuvre d'art unique, ses cicatrices dorées racontant une histoire de fragilité, de résilience et d'une beauté inattendue. Beaucoup d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre vie, nous nous sommes sentis ainsi, brisés. Une crise personnelle, la perte d'un être cher, un échec professionnel, une maladie, une trahison. Ce sont des expériences qui nous fracturent, qui nous laissent avec le sentiment que nous ne serons plus jamais les mêmes. La tendance naturelle, souvent encouragée par une société qui valorise l'apparence parfaite et l'invulnérabilité, est d'essayer de cacher ses fissures, de dissimuler la douleur ou de se précipiter pour surmonter sans vraiment guérir. Mais la sagesse ancestrale japonaise, à travers des arts tels que le kintsugi, nous offre une perspective radicalement différente qui s'aligne profondément avec l'essence même du minimalisme conscient. Trouver la beauté non pas malgré l'imperfection, mais précisément en elle. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques réflexions inspirées de cet art sacré, afin d'explorer comment nous pouvons appliquer le kintsugi de l'âme et reconstruire nos vies après une crise, non pas pour redevenir ceux que nous étions auparavant, mais pour en ressortir plus fort, plus authentique et avec une beauté unique, marquée par l'or de notre expérience. L'une des premières et plus courageuses leçons que nous enseigne le kintsugi, appliqué à l'âme, est la nécessité d'accepter la rupture, de reconnaître la blessure sans jugement ni honte. Lorsqu'un bol se brise, l'artisan ne le regarde pas avec dédain et ne le cache pas. Il l'observe, reconnaît son état et voit en lui la possibilité d'une nouvelle forme. De la même manière, lorsque la vie nous frappe et que nous nous sentons fragmentés, le premier pas vers la guérison n'est pas le déni ou la minimisation de la douleur, mais son acceptation totale. En japonais, il existe un concept appelé ukeireru, qui va au-delà de la simple résignation. Il implique une acceptation profonde, une réception active de ce qui est, aussi difficile que cela puisse être. Dans notre culture occidentale, on nous exhorte souvent à être forts, à ne pas nous effondrer, à afficher une façade de force même lorsque nous sommes brisés à l'intérieur. Mais cette pression pour paraître invulnérable ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire de souffrance à notre expérience. Je me souviens d'Isabelle, une brillante architecte de Lima, au Pérou. Elle avait consacré près d'une décennie de sa vie à monter son propre cabinet, un rêve qui s'est effondré brutalement à cause d'une crise économique inattendue et de la trahison d'un associé. Quand je l'ai rencontrée, elle était en pleine dépression, mais ce qui la tourmentait le plus n'était pas seulement la perte de son entreprise, mais la honte qu'elle ressentait. « J'ai l'impression d'avoir échoué, Naomi », me disait-elle d'une voix brisée. Tout le monde me voyait comme un exemple de réussite, et maintenant, je ne suis plus rien. Je veux juste que cette période disparaisse, l'oublier, comme si elle n'avait jamais existé. Mais oublier, comme essayer de recoller un vase brisé sans reconnaître les fissures,
ne mène qu'à une réparation superficielle et fragile. Je lui ai parlé du kintsugi, de la façon dont la première étape du maître consiste à contempler la pièce brisée, à comprendre la nature de ses fractures. Je lui ai suggéré, plutôt que de lutter contre sa douleur et sa honte, de leur laisser de la place, de se permettre de ressentir l'ampleur de sa perte. Ce n'est ni un processus facile, ni rapide. Il faut un immense courage pour se regarder dans le miroir quand on est brisé et dire « Oui, ça fait mal. Oui, je suis blessé. Et c'est normal de le ressentir. » Tout comme l'artisan examine chaque fragment, nous devons reconnaître et valider chaque émotion, chaque partie de notre être qui se sent dispersée. Cela nous amène naturellement à l'étape suivante de ce processus de guérison. Rassembler les fragments avec beaucoup de soin et de patience. Une fois que l'artisan du kintsugi a accepté la rupture, il ne se précipite pas. Il ramasse chaque éclat, aussi petit soit-il, avec délicatesse et respect. Il sait que chaque pièce est essentielle à l'intégrité finale de l'œuvre. De la même manière, lorsque nous sommes confrontés à la reconstruction de notre vie après une crise, nous devons nous traiter avec la même tendresse et la même patience. Dans la culture japonaise, le concept de gaman est très apprécié. Il est souvent traduit par persévérance ou résistance patiente face à l'adversité. Il ne s'agit pas d'une résistance passive, mais d'une force intérieure qui nous permet de supporter les difficultés sans perdre espoir ni dignité. Dans ce contexte de guérison, le gaman se manifeste comme la volonté de traverser le processus, aussi lent et douloureux soit-il, sans forcer les choses, en laissant chaque fragment de notre expérience trouver sa place. Je pense à Carlos, un musicien de Madrid qui, après une blessure à la main, a vu sa carrière prometteuse de guitariste classique prendre fin. Le diagnostic a été un coup dur. Pendant des mois, il s'est senti perdu, comme si une partie essentielle de son identité avait été amputée. « Ma vie tournait autour de la guitare, Naomi », m'a-t-il confié lors d'une de nos conversations. Sans elle, je ne savais plus qui j'étais ni quoi faire. La tentation initiale a été de chercher une solution rapide, une autre profession, n'importe quoi qui puisse combler le vide. Mais, inspiré par la métaphore du kintsugi, il a décidé de se donner du temps. Au lieu de se précipiter pour recoller les morceaux de sa vie n'importe comment, il s'est engagé dans un lent processus d'introspection. Il a consacré du temps à des activités qu'il avait négligées. Lire, se promener dans la nature, renouer avec de vieux amis. Il s'est mis à écrire, d'abord comme une forme de catharsis, puis en découvrant une nouvelle passion. Le chemin n'a pas été linéaire. Il y a eu des jours de profonde tristesse et de frustration. Mais tout comme l'artisan qui nettoie et prépare chaque fragment, Carlos a rassemblé les morceaux de son être, non seulement ceux qui étaient brisés, mais aussi ceux qui avaient été oubliés dans l'ombre de son identité de musicien. Ce processus de rassemblement des fragments nécessite une immense compassion envers soi-même, reconnaître que nous sommes humains, que nous avons le droit de nous sentir vulnérables et d'avoir besoin de temps pour guérir. Il ne s'agit pas de surmonter rapidement, mais d'intégrer sagement. Et ainsi, nous arrivons au cœur même du kintsugi, au moment magique de la transformation, l'application de l'or de la conscience, la résine qui unit et la poudre dorée qui embellit. L'artisan du kintsugi ne colle pas les fragments avec une colle invisible qui tente de dissimuler la rupture. Il utilise une laque spéciale, souvent mélangée à de la poudre d'or, d'argent ou de platine, qui non seulement répare la pièce, mais met délibérément en valeur les lignes de fracture, les transformant en la caractéristique la plus distinctive et la plus belle de l'objet. Appliqué à notre âme, cet or représente la sagesse, la force, la compassion et le nouveau sens que nous pouvons tirer de nos expériences les plus douloureuses. C'est la conscience qui émerge de la crise, la compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ma grand-mère Akiko disait souvent que les crises sont comme le feu du four pour la poterie. Elles peuvent nous briser, mais elles peuvent aussi nous tempérer, nous donner une nouvelle solidité et une beauté inattendue. Elle parlait d'Aratana Naru, le processus de renouvellement, de renaissance à travers l'expérience. J'ai rencontré Laura, une jeune entrepreneuse de Mexico dont la petite entreprise de produits biologiques a fait faillite pendant la pandémie. Ce fut un coup dur,
non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel. Elle se sentait comme une ratée, honteuse. Pendant un certain temps, elle s'est isolée, revivant sans cesse ce qu'elle considérait comme ses erreurs. Peu à peu, cependant, elle a commencé à réfléchir à son expérience, non pas dans une optique d'autocritique, mais par curiosité. Qu'avait-elle appris? Quelle force avait-elle découverte en elle-même au cours de cette épreuve difficile? Elle s'est rendue compte que, malgré la douleur, elle avait développé une énorme résilience, une capacité d'adaptation qu'elle ne se connaissait pas et une profonde empathie pour ceux qui traversaient des difficultés similaires. C'était son or. Elle a décidé de partager son histoire, ses cicatrices, sur un blog. À sa grande surprise, de nombreuses personnes se sont identifiées à sa vulnérabilité et à son honnêteté. Son échec est devenu une source d'inspiration pour d'autres. En appliquant l'or de sa nouvelle conscience, l'acceptation de sa vulnérabilité, la résilience acquise, l'empathie développée aux fractures de son expérience, Laura a non seulement guéri, mais elle a aussi créé quelque chose de nouveau et de précieux, un espace de soutien et de connexion. Elle a transformé sa douleur en objectif. Demandez-vous, quelle leçon puis-je tirer de cette expérience? En quoi m'a-t-elle rendu plus fort, plus sage, plus compatissant? C'est l'or qui attend d'être découvert parmi les fragments de votre crise. Cette transformation nous amène à embrasser la beauté inhérente à la cicatrice, à montrer notre guérison avec une dignité sereine. Dans notre culture, les cicatrices, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, sont souvent considérées comme quelque chose à cacher, comme un défaut, une marque de faiblesse ou un passé douloureux que nous préférerions oublier. Le kintsugi, cependant, nous offre une perspective radicalement opposée. Les lignes dorées qui parcourent la poterie réparée ne sont pas une tentative de dissimuler la rupture, mais une célébration de son histoire. Elles deviennent la caractéristique la plus frappante et la plus précieuse de la pièce, un témoignage de son parcours à travers la fragilité et la restauration. Cela s'aligne profondément avec le concept japonais de wabi-sabi, l'appréciation de la beauté imparfaite, éphémère et simple. Le wabi-sabi nous apprend à trouver la beauté dans les marques du temps, dans l'usure naturelle, dans les imperfections qui racontent une histoire. Nos cicatrices émotionnelles, les traces des crises que nous avons surmontées, font partie de notre wabi-sabi personnel. Elles sont la preuve que nous avons vécu, aimé, lutté et survécu. Je pense à Andrés, un professeur d'université à Bogota qui, après un divorce très douloureux, se sentait profondément honteux, comme s'il portait une marque d'échec. Il essayait par tous les moyens de faire croire que tout allait bien, qu'il avait rapidement tourné la page. Mais à l'intérieur, il se sentait vide et déconnecté. Un jour, il a vu une exposition d'art kintsugi et quelque chose a fait tilt en lui. Il a compris que ces cicatrices émotionnelles n'étaient pas quelque chose dont il devait avoir honte, mais qu'elles faisaient partie de son histoire, de qui il était. Il a commencé à parler plus honnêtement de son expérience, non pas en se victimisant, mais en l'acceptant et en tirant des leçons. Il a découvert qu'en montrant sa vulnérabilité, les autres se sentaient plus à l'aise pour partager la leur. SEE's relations sont devenues plus authentiques et plus profondes. Les lignes dorées de son expérience, la compassion qu'il avait développée, la compréhension de l'impermanence des relations, l'importance de prendre soin de soi, sont devenues visibles, non pas comme des faiblesses, mais comme des sources d'une nouvelle sagesse et d'une nouvelle connexion. Tout comme un bol kintsugi est admiré pour ses veines dorées, nous pouvons apprendre à porter nos cicatrices avec dignité, comme des témoignages de notre résilience et de la beauté unique qui émerge de l'adversité surmontée. Il ne s'agit pas de se complaire dans la douleur, mais d'intégrer l'expérience comme faisant partie de la riche tapisserie de notre vie. Enfin, le kintsugi nous révèle une vérité puissante. L'objet réparé ne retrouve pas seulement sa fonction, mais devient souvent plus solide, plus précieux et à coup sûr, plus unique qu'avant sa rupture. Les lignes de lac et d'or ne sont pas de simples rustines. Elles renforcent la structure, relient les fragments d'une manière qui crée une nouvelle intégrité.
De la même manière, lorsque nous traversons une crise et que nous appliquons consciemment les principes du kintsugi de l'âme, nous ne revenons pas simplement à la normale. Nous en ressortons transformés. L'expérience, aussi douloureuse ait-elle été, peut forger en nous une nouvelle force, une résilience que nous ne savions peut-être pas posséder. Nous ne devenons pas plus forts malgré nos blessures, mais souvent grâce à elles, grâce au processus de guérison et d'intégration des leçons qu'elles nous ont laissées. Il existe au Japon un esprit ancien, parfois associé à la reconstruction nationale après de grandes épreuves, qui pourrait vaguement évoquer le Fukoku Kyohei, Fuguo Qiangbing. Enrichir le pays, renforcer l'armée, mais qui, appliqué à l'individu, se traduirait par quelque chose comme enrichir l'esprit, renforcer l'être. Nos crises, une fois traversées en pleine conscience, nous enrichissent de sagesse et renforcent notre caractère. Je me souviens de Clara, une jeune infirmière de Santiago du Chili, qui a traversé une grave maladie qui l'a clouée au lit pendant des mois et l'a obligée à repenser toute sa vie. Avant sa maladie, elle était une personne exigeante, toujours pressée, essayant de répondre aux attentes extérieures. La maladie l'a brisée, physiquement et émotionnellement. Mais au cours du lent processus de guérison, elle a commencé à appliquer, intuitivement au début, les principes du kintsugi. Elle a accepté sa vulnérabilité, a rassemblé les morceaux de son ancienne vie et a commencé à les assembler avec l'or d'une nouvelle conscience, l'importance de la santé, du temps présent, des relations authentiques. Quand elle s'est enfin rétablie, ce n'était plus la même Clara. Elle était plus sereine, plus compatissante envers elle-même et les autres, et animée d'une détermination qu'elle n'avait pas auparavant. Elle a décidé de se spécialiser dans les soins palliatifs, mettant son expérience personnelle et son or au service de ceux qui traversaient leur propre crise de santé. Seuses, cicatrices, sont devenues sa plus grande force, la source de sa profonde empathie et de sa capacité à se connecter à la souffrance des autres. Elle ne s'est pas seulement reconstruite, elle s'est réinventée, créant une vie plus profonde, une vie qui lui appartenait sans équivoque, embellie par les lignes dorées de son expérience. La vie continuera à nous présenter des défis, des moments où nous nous sentirons fragiles, voire brisés. Mais le kintsugi de l'âme nous rappelle que nous avons toujours la capacité de rassembler nos fragments, de les assembler avec l'or de notre conscience et d'émerger, non pas comme avant, mais comme une version plus belle, plus forte et plus authentique de nous-mêmes. Mes chers amis, le chemin du kintsugi de l'âme n'est pas une solution miracle ni une formule magique pour éviter la douleur. La vie, avec son mujo inhérent, son impermanence, son changement constant, nous présentera inévitablement des moments de rupture. Mais cette ancienne sagesse japonaise nous offre une manière profondément apaisante et transformatrice de traverser ces crises. Elle nous apprend à accepter notre vulnérabilité, à trouver la beauté dans nos imperfections et à reconnaître que nos cicatrices, loin d'être une source de honte, sont des témoignages de notre résilience, les lignes dorées qui racontent l'histoire unique de notre force. Tout comme un bol réparé avec du kintsugi, nous ne sommes pas destinés à cacher nos blessures, mais à les intégrer comme faisant partie de qui nous sommes, en laissant la lumière de la conscience illuminer ces fractures et les transformer en veines d'or. La paix et la plénitude ne se trouvent pas dans une vie sans fissures, mais dans la capacité à réparer nos brisures avec amour, sagesse et l'acceptation que nous sommes des êtres en constante transformation, toujours capables de trouver une nouvelle beauté et un nouveau sens, même au milieu des décombres. Comme le dit un beau proverbe japonais que ma grand-mère Akiko adaptait souvent, « Nana korobi ya oki soshit kin dekagayaku » tombe 7 fois, relève-toi 8 fois, puis brille de 1000 feux. Konbanwa, âmes connectées. Je m'appelle Naomi, et depuis mon refuge paisible, où le seul bruit qui rivalise avec le chant du ruisseau voisin et le doux froissement des feuilles de papier de riz sous mon pinceau, je vous souhaite la bienvenue dans Enchantement minimaliste. Aujourd'hui, j'aimerais que nous explorions ensemble une forêt différente, une forêt qui n'est pas faite d'arbres et de terre, mais de lumière et de codes, une forêt dans laquelle beaucoup d'entre nous passent d'innombrables heures, le monde vaste et souvent intimidant du numérique.
Je me souviens d'un après-midi récent où j'observais un groupe de jeunes dans un café. Leurs visages, éclairés par la lueur bleutée de leurs écrans, affichaient un mélange de concentration et de tension subtile. Ils échangeaient à peine un regard, le murmure incessant des notifications et la promesse de quelque chose d'autre de l'autre côté de la vitre semblaient les avoir complètement capturés. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ma grand-mère Akiko, à la façon dont elle se plongeait dans l'entretien de son petit jardin de mousse, chaque geste lent et délibéré, trouvant un univers de paix dans un espace pas plus grand qu'un plateau à thé. La différence était palpable, une immersion nourrissante face à une immersion qui souvent semble nous vider. Nous vivons à une époque de surcharge technologique. Les écrans nous accompagnent du réveil jusqu'à ce que nous fermions les yeux, nous promettant connexion, information et divertissement. Mais à quel prix? Beaucoup d'entre nous ressentent une fatigue numérique constante, une anxiété subtile mais persistante, le sentiment d'être toujours allumé, notre attention fragmentée comme un miroir brisé. Nous nous sentons déconnectés de nous-mêmes, des autres et du rythme naturel de la vie, même lorsque nous sommes hyper connectés. Le minimalisme japonais, avec sa profonde sagesse sur l'intention, la présence et l'harmonie avec notre environnement, nous offre une perspective inestimable. Et tout comme il existe au Japon la pratique du Shinrin-yoku, Senrin-yu, le bain de forêt littéral pour guérir le corps et l'esprit par l'immersion dans la nature, je voudrais aujourd'hui vous proposer une adaptation, le Shinrin-yoku numérique. Nous explorerons ensemble quelques sentiers, 7 bains de forêt pour notre esprit, qui nous aideront à naviguer dans l'écosystème numérique avec plus de sérénité, d'intention et de bien-être. L'une des premières pratiques essentielles pour trouver du réconfort dans cette forêt numérique consiste à créer des espaces de silence numérique programmés, un peu comme trouver une clairière tranquille et silencieuse au milieu de la forêt dense. Dans l'esthétique et la philosophie japonaise, le concept de ma-jian est fondamental. Que chaque chute, chaque blessure soit une occasion de se relever non seulement plus fort, mais aussi avec une beauté et une sagesse qui éclairent notre chemin et celui de ceux qui nous entourent. J'espère de tout cœur que ces réflexions sur le kintsugi de l'âme auront allumé une petite lueur d'espoir ou offert une nouvelle perspective pour regarder vos propres cicatrices. Si ces mots ont trouvé un écho en vous, je vous invite avec joie à rejoindre notre communauté ici, sur Encanto Minimalista. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces chemins de sagesse et de croissance personnelle. Et si ce message vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à nous offrir un j'aime. Votre soutien nous aide à faire parvenir ces idées à davantage de cœurs qui pourraient en avoir besoin. Mais surtout, j'aimerais connaître vos réflexions. Dites-moi en commentaire ci-dessous quel aspect du kintsugi de l'âme vous a le plus marqué, ou s'il y a une cicatrice dans votre vie que vous apprenez à voir avec un regard nouveau, empreint d'acceptation et de beauté. Écrivez « Mes cicatrices brillent » si vous vous sentez inspiré à embrasser votre propre histoire de résilience. Merci infiniment pour votre présence et pour avoir partagé cet espace de réflexion. Puissiez-vous trouver la force de rassembler vos fragments et la sagesse de les assembler avec l'or de votre expérience unique. Matane. Maë l'espace vide, l'intervalle, la pause. Ce n'est pas une absence mais une présence active qui donne du sens et permet à l'énergie de circuler. Nos journées numériques, cependant, sont souvent dépourvues de ma. Nous sommes saturés d'informations, de stimuli constants. Mettre en place des moments délibérés de déconnexion, même bref, peut être profondément réparateur. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, mais de l'utiliser de manière consciente, en permettant à notre esprit de se reposer et de se recharger. J'ai rencontré Javier, un entrepreneur de Buenos Aires, dont l'activité dépendait en grande partie de sa présence en ligne. Son téléphone vibrait sans cesse, sa boîte de réception débordait, et il avait l'impression que s'il se déconnectait pendant 1 heure, le monde s'écroulerait. Il vivait dans un état d'alerte constant, son sommeil était superficiel et sa créativité était au point mort. Naomi, j'ai l'impression de courir après ma propre queue numérique, m'a-t-il avoué avec un mélange d'humour et de désespoir. Je lui ai suggéré de commencer par quelque chose de simple,
Programmez 2 micro-pauses silence de 15 minutes par jour, pendant lesquelles il éteindrait toute SC notification et serait simplement présent, peut-être en buvant un thé ou en regardant par la fenêtre. Au début, cela lui a été difficile, l'envie de vérifier était forte. Mais petit à petit, ces petits moments de silence ont commencé à s'étendre. Il a découvert que le monde ne s'écroulait pas et qu'il reprenait ses tâches avec un esprit plus clair et plus concentré. Ces moments de ma numérique sont devenus son sanctuaire. Vous pourriez peut-être commencer par désigner la première heure après votre réveil et la dernière avant de vous coucher comme des zones sans écran, afin de commencer et de terminer votre journée dans un espace plus calme. Cette pratique nous conduit naturellement vers une autre voie importante: cultiver un jardin numérique intérieur en choisissant intentionnellement les plantes que nous laissons pousser dans notre esprit. Une forêt sauvage peut être magnifique, mais elle peut aussi abriter des espèces envahissantes ou toxiques. Notre environnement numérique est similaire. Nous sommes exposés à un déluge de contenus et tous ne sont pas nourrissants. Tout comme un jardinier sélectionne soigneusement les graines qu'il sème, nous pouvons apprendre à être des conservateurs conscients de notre régime numérique. Cela implique de nous poser la question suivante: ce contenu m'inspire-t-il ? M'informe-t-il de manière constructive? Me connecte-t-il véritablement? Ou me laisse-t-il anxieux, comparatif ou vide? Le minimalisme ne consiste pas seulement à réduire les objets physiques, mais aussi à simplifier nos apports mentaux et émotionnels. Je pense à Sofia, une journaliste de Mexico qui se sentait constamment dépassée et pessimiste. Son travail l'obligeait à se tenir au courant de l'actualité, mais elle avait glissé vers une consommation presque compulsive d'informations négatives, même pendant son temps libre. Ces réseaux sociaux étaient un écho de conflits et de tragédies. « J'ai l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules, Naomi », m'a-t-elle dit, les yeux fatigués. Je lui ai proposé d'appliquer le principe du shitsurei, chez eux, qui, dans la culture japonaise, désigne l'art de préparer et d'aménager un espace pour une occasion ou un but précis en créant une atmosphère harmonieuse. Je lui ai suggéré de meubler son espace numérique avec la même intention, de désactiver ou de ne plus suivre les comptes qui lui causaient de l'angoisse, de rechercher activement des sources d'inspiration, de beauté ou de connaissances constructives, de consacrer du temps à la lecture d'articles approfondis plutôt que de se contenter de titres alarmistes. Peu à peu, son jardin numérique a commencé à s'épanouir avec des contenus qui la nourrissaient au lieu de l'épuiser. Elle a remarqué un changement significatif dans son humeur et sa perspective. Je vous invite à examiner vos propres plantations numériques. Quel type de contenu consommez-vous principalement? Pourriez-vous introduire davantage d'espèces qui vous apportent calme, joie ou inspiration? Ce qui m'amène à une autre réflexion cruciale dans notre Shinrin-yoku numérique: pratiquer la monotâche consciente, comme si nous observions attentivement un seul arbre, plutôt que d'essayer d'embrasser toute la forêt d'un seul coup d'œil. Le multitâche numérique, avec ses multiples onglets ouverts et le passage constant d'une application à l'autre, est devenu la norme. Mais notre cerveau n'est pas conçu pour cela. Cette fragmentation de l'attention réduit non seulement notre efficacité, mais augmente également notre niveau de stress et diminue notre capacité de concentration profonde. Au Japon, la maîtrise de tout art, de la cérémonie du thé, Shado, au tir à l'arc, Kyudo, repose sur une concentration totale et une présence absolue dans l'instant présent. Nous pouvons appliquer ce principe à notre utilisation de la technologie. Je me souviens de Daniel, un graphiste de Lima, au Pérou, incroyablement talentueux, mais qui avait du mal à terminer ses projets à temps. Son bureau virtuel était un chaos de fenêtres ouvertes et il passait constamment du logiciel de conception à 16 emails, aux réseaux sociaux, aux messages instantanés. « J'ai l'impression que mon esprit est un essaim d'abeilles, Naomi. Je passe de fleur en fleur, mais je ne produis pas de miel », m'a-t-il décrit avec frustration. Il existe un vaste univers de musique relaxante, de sons de la nature, de méditations guidées, de documentaires sur le monde naturel, ou même de galeries d'art en ligne qui peuvent avoir un effet profondément apaisant et réparateur sur notre système nerveux.
Il s'agit de rechercher activement ces sources d'eau claire dans la forêt numérique. Dans la culture japonaise, on apprécie beaucoup la beauté subtile et évocatrice, ce qui apaise l'esprit, un concept qui frôle parfois le yugen, yushuan, cette beauté profonde et mystérieuse qui suggère plus qu'elle ne montre. Laura, une professeure de collège à Santiago du Chili, rentrait chaque jour chez elle épuisée, la tête pleine du bruit et des exigences de sa journée. Elle avait l'habitude d'allumer la télévision ou de naviguer sans but sur Internet, ce qui la laissait souvent encore plus dispersée. En discutant, nous avons exploré l'idée de créer un rituel de transition numérique. Au lieu de se plonger dans encore plus de bruit, elle a décidé de rechercher activement des contenus qui l'apaiseraient. Elle a découvert des chaînes YouTube proposant de longs enregistrements de paysages naturels et de musique instrumentale douce. Elle a créé des playlists avec des sons de vagues ou de chants d'oiseaux. Naomi, c'est comme si j'ouvrais une fenêtre sur une forêt paisible dans mon propre salon, m'a-t-elle confié. 10 ou 15 minutes à écouter ces sons, simplement en respirant, m'aident à évacuer la tension de la journée et à me reconnecter avec moi-même. Vous pouvez explorer cette idée en consacrant quelques minutes par jour à écouter de la musique conçue pour la relaxation ou en regardant un court documentaire sur la nature. Observez comment vous vous sentez. Y a-t-il certains sons ou certaines images qui vous procurent un sentiment de paix similaire à celui que vous pourriez ressentir dans un environnement naturel? Bien sûr, aucun Shinrin-yoku numérique ne serait complet sans l'art de la déconnexion significative qui consiste à créer des moments sacrés où la technologie est complètement éteinte pour permettre une connexion plus profonde avec nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Cela va au-delà du simple fait de désactiver les notifications. Il s'agit d'établir des périodes où nous choisissons consciemment de ne pas être disponibles pour le monde numérique afin d'être pleinement présents dans le monde réel. Dans la culture japonaise, la qualité de la présence dans les interactions humaines est très appréciée. Pensons à la cérémonie du thé, où chaque geste est imprégné d'attention et de respect, créant un espace de communion authentique. Nos appareils font souvent obstacle à cette connexion. Je lui ai proposé une expérience. Pendant 1 heure par jour, il se consacrerait à une seule tâche numérique, en fermant toutes les autres applications et notifications. S'il concevait, il ne ferait que cela. S'il répondait à des emails, il ne ferait que cela. Les premiers jours ont été difficiles. Il ressentait l'attraction des distractions. Mais il a persévéré. Il s'est vite rendu compte qu'il était non seulement plus productif, mais qu'il appréciait davantage son travail. La qualité de son attention s'est améliorée, tout comme la qualité de ses créations. Au lieu de se sentir épuisé à la fin de la journée, il se sentait satisfait. Vous pourriez peut-être essayer ceci. Lorsque vous vous asseyez pour travailler sur une tâche spécifique sur votre ordinateur, fermez tous les onglets et applications non pertinents. Mettez votre téléphone en mode avion ou dans une autre pièce. Permettez-vous de vous immerger complètement dans une seule chose. Vous serez surpris du calme et de la clarté que vous pouvez trouver. Une autre immersion en forêt que nous pouvons nous offrir dans le monde numérique consiste à nous plonger dans des sons et des images véritablement apaisants, comme écouter le chant des oiseaux ou contempler la lumière filtrant à travers les feuilles. Tout le contenu numérique n'est pas strident ou oppressant. Dans le même ordre d'idées, il est essentiel d'établir des frontières numériques claires, comme des sentiers bien tracés dans une forêt qui nous guide et nous empêche de nous perdre dans les sous-bois. Dans notre vie numérique, les frontières entre le travail et la vie personnelle, entre le temps public et le temps privé, s'estompent souvent jusqu'à disparaître presque complètement. Nous répondons à des emails professionnels tard le soir, nous consultons les réseaux sociaux à des moments qui devraient être consacrés au repos ou à des moments intimes. Ce manque de limite est une source importante de stress et d'épuisement. Le minimalisme nous enseigne l'importance de la délimitation, de donner à chaque chose son temps et son espace. Tout comme dans une maison traditionnelle japonaise, où chaque pièce a une fonction claire et où les objets sont rangés lorsqu'ils ne sont pas utilisés, nous pouvons appliquer ce principe à notre vie numérique. J'ai rencontré Carolina, une avocate de Bogota, qui avait l'impression que son travail l'envahissait complètement.
Les notifications par email arrivaient sur son téléphone à toute heure, et elle se sentait obligée d'y répondre immédiatement, même le week-end. Sa vie personnelle se rétrécissait. « J'ai l'impression de vivre dans mon bureau, même quand je suis chez moi », m'a-t-elle confié, visiblement accablée. Je lui ai suggéré de fixer des horaires de bureau numériques clairs, de désactiver les notifications de courriel professionnel en dehors de ses heures de travail et d'informer ses collègues et ses clients qu'elle ne consulterait et ne répondrait aux messages qu'à des moments précis. Au début, elle craignait d'être perçue comme moins engagée. Mais à sa grande surprise, la plupart ont respecté ses limites et elle a pu récupérer un temps précieux pour elle-même, sa famille et ses loisirs. Sa productivité au travail s'est même améliorée, car lorsqu'elle travaillait, elle était plus concentrée. Vous aussi, vous pouvez définir vos propres limites. Décidez à quel moment de la journée vous consulterez vos réseaux sociaux ou vos emails personnels et respectez-les. Communiquez vos limites à qui de droit. Protéger votre temps et votre espace mental est un acte essentiel de prise en charge de soi. Enfin, le 7e bain de forêt numérique que je souhaite partager avec vous consiste à cultiver un regard contemplatif sur le numérique en recherchant des moments de komorebi sur le web. Komorebi est un mot japonais intraduisible qui décrit la beauté éphémère de la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles des arbres. Ce sont ces instants d'émerveillement et d'étonnement que nous offre la nature. Si le monde numérique peut être oppressant, il peut aussi receler des moments de beauté, de connexion humaine profonde et d'apprentissage inspirant. Il s'agit d'entraîner notre attention à les trouver, plutôt que de nous laisser emporter par le flot du bruit et de la superficialité. C'est une façon de pratiquer la pleine conscience, mindfulness, tout en naviguant dans l'espace numérique. Matteo, un jeune étudiant universitaire de Valparaíso, au Chili, se sentait souvent aliéné et cynique à l'égard du monde en ligne, qu'il considérait uniquement comme une source de distraction et de comparaison. Je l'ai encouragé à rechercher activement ces éclats de komorebi numérique, à suivre des artistes dont le travail le touchait, des scientifiques qui partageaient des découvertes fascinantes, des écrivains dont la prose le faisait réfléchir, à s'arrêter pour apprécier une belle photo, lire un commentaire aimable et réfléchi, s'émerveiller devant une vidéo montrant l'incroyable créativité humaine ou la beauté de la planète. Il a découvert des communautés en ligne de passionnés d'astronomie et a commencé à passer du temps à contempler des images étonnantes du cosmos partagées par des observatoires du monde entier. Naomi, c'est comme trouver des perles dans une mer d'informations, m'a-t-il dit. Cela a changé ma façon de voir Internet. Maintenant, je recherche activement l'inspiration et la beauté, au lieu de me contenter de consommer passivement. Je vous invite à faire de même. Miguel et Anna, un couple madrilène, ont réalisé que, même s'ils passaient beaucoup de temps ensemble à la maison, chacun était absorbé par son propre appareil pendant une grande partie de ce temps. Les conversations étaient interrompues par des notifications, les dîners se déroulaient avec la télévision en fond sonore ou les téléphones portables sur la table. Ils ressentaient une déconnexion croissante. C'est comme si nous étions dans la même pièce, mais à des kilomètres l'un de l'autre, m'a confié Anna. Ils ont décidé de mettre en place des soirées analogiques 2 fois par semaine. Pendant ces soirées, tous les appareils étaient éteints et rangés dans un tiroir. Ils jouaient à des jeux de société, cuisinaient ensemble, discutaient sans interruption. Au début, ils ont avoué ressentir une sorte de syndrome de sevrage, une envie presque automatique de prendre leur téléphone. Mais très vite, ils ont redécouvert le plaisir d'être ensemble, la profondeur des conversations ininterrompues, la simple joie d'être pleinement présents l'un pour l'autre. Vous pourriez peut-être commencer par déclarer les repas comme des zones sans technologie ou réserver un après-midi du week-end à des activités totalement déconnectées. Observez comment la qualité de vos interactions et votre propre humeur changent. Lorsque vous êtes en ligne, faites une pause de temps en temps et demandez-vous: y a-t-il quelque chose ici qui soit vraiment beau, inspirant ou significatif? Permettez-vous de savourer ces moments, comme vous le feriez avec la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles dans une forêt réelle. Mes chers amis,
Le Shinrin-yoku digital ne consiste pas à rejeter la technologie, mais à devenir des navigateurs conscients de cet écosystème vaste et complexe. Tout comme une immersion en forêt nous reconnecte à la nature et à nous-mêmes, ces pratiques peuvent nous aider à trouver un équilibre plus sain et plus harmonieux dans notre vie numérique. Il s'agit d'appliquer la sagesse ancestrale du minimalisme et de l'appréciation de la nature aux défis de notre monde moderne, en créant des espaces de calme, d'intention et de connexion authentique. Nous n'avons pas besoin de quitter la forêt numérique, mais nous pouvons apprendre à y marcher avec plus de sagesse, en choisissant nos sentiers, en cultivant nos clairières de silence et en laissant notre esprit se nourrir de ce qui l'enrichit véritablement. Imaginez une relation avec la technologie qui vous apporte de l'énergie plutôt que de vous épuiser, qui favorise la clarté plutôt que la confusion, et qui vous permet d'être plus présent dans votre propre vie. Cette transformation est possible, un petit pas conscient à la fois. Comme le dit un proverbe zen que ma grand-mère Akiko avait l'habitude de citer en contemplant son jardin, « Mizu, mizu sumitetsuki kokoro ni utsuru ». Lorsque l'eau est calme, elle reflète la lune dans le cœur. En apaisant le torrent de notre vie numérique, puissions-nous refléter plus clairement la beauté de notre être intérieur et du monde qui nous entoure. J'espère de tout cœur que ces réflexions sur le Shinrin-yoku numérique vous auront donné des outils et de l'inspiration pour trouver plus de paix à l'ère technologique. Si ces idées vous ont touché, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté Encanto Minimalista. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces chemins vers une vie plus sereine et plus épanouissante. Et si ce message vous a été utile, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime. Votre soutien nous aide à faire germer ces graines de conscience auprès d'autres personnes qui pourraient être en quête d'un moment de répit. Maintenant, j'aimerais beaucoup vous lire. Dites-moi en commentaire ci-dessous lequel de ces 7 bains de forêt numérique vous semble le plus nécessaire à ce moment de votre vie, ou quelle petite action vous êtes prêt à entreprendre cette semaine pour cultiver un peu plus le Shinrin-yoku dans votre quotidien numérique. Écrivez « Ma forêt numérique apaisante » si vous vous engagez à explorer ces pratiques. Et merci infiniment pour votre temps et votre attention. Puissiez-vous trouver clarté et sérénité dans vos propres forêts, qu'elles soient naturelles ou numériques. Matane, at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 . Kond, 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 kond.